Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Éric Belmont était l'un des hommes les plus influents du pays. À la tête d'un empire industriel florissant, il détenait des parts dans plusieurs multinationales, dirigeait des conseils d'administration prestigieux et accumulait une fortune que peu pouvaient imaginer. Son nom résonnait dans les médias économiques comme un synonyme de réussite, de puissance, de contrôle absolu. Villas somptueuses aux façades de marbre blanc, voitures de luxe au design étincelant, jets privés qui filaient à travers les cieux, tout cela faisait partie de son quotidien, de son univers de réussite matérielle. Mais derrière ces apparats, derrière les hautes colonnes de marbre qui soutenaient son immense demeure aux murs impeccablement blancs et aux vastes espaces éclairés par des lustres en cristal, régnait un silence froid, presque oppressant. Un silence chargé d'une absence, d'un poids intangible qui étreignait chaque pièce, chaque recoin. Depuis la mort de sa femme Claire, 6 ans plus tôt, Éric vivait replié sur lui-même, une ombre d'homme couvert par l'armure de sa réussite. Le travail était devenu son refuge, sa façon de fuir le vide, la douleur indicible qui le tenaillait jour et nuit. Claire, son épouse, était morte dans un accident de voiture un soir pluvieux. Depuis, Éric n'avait plus jamais retrouvé la même lumière dans ses yeux ni la même douceur dans sa voix. Son visage, autrefois ouvert et chaleureux, s'était durci, creusé par le chagrin et la solitude. Il s'enfermait dans des horaires de travail de plus en plus longs, dans des décisions toujours plus stratégiques, comme pour noyer ce vide. Son fils, Hugo, avait aujourd'hui 8 ans. Né avec une paralysie cérébrale, le petit garçon avait des gestes maladroits, des mouvements hésitants, et ne pouvait ni marcher ni parler clairement. Pour beaucoup, Hugo semblait fragile, limité. Mais ceux qui savaient vraiment regarder dans ses yeux noisettes y décelaient une intelligence vive, une sensibilité immense et une force intérieure qui ne demandait qu'à s'exprimer. Pourtant, Éric, lui, restait prisonnier de son propre chagrin, de la peur d'être un père imparfait, maladroit, incapable de répondre aux besoins si spécifiques de son fils. Il aimait Hugo, profondément, mais ne savait pas comment lui montrer cet amour. Dans son incapacité à s'ouvrir, à être pleinement présent, il avait choisi la délégation. Des nounous venaient, prenaient soin de l'enfant, tentaient de combler le vide laissé par son absence affective. Les nounous défilaient comme des ombres dans la grande maison. Certaines possédaient les diplômes requis, maîtrisaient les techniques de soins spécialisés, mais elles restaient distantes, froides, incapables de créer un véritable lien avec Hugo. D'autres étaient pleines de bonne volonté, pleines de compassion, mais elles se fatiguaient rapidement face aux difficultés quotidiennes, face à la lourdeur émotionnelle que demandait ce rôle. Hugo, toujours silencieux, semblait s'enfermer davantage dans sa bulle, retiré dans un monde inaccessible pour ceux qui ne prenaient pas la peine de le comprendre. Puis, un jour, un nouveau visage apparut à la grille. Maya Doumbia, une femme noire dans la quarantaine, aux traits doux et à la peau couleur d'ambre. Venue des quartiers populaires, elle n'avait ni diplôme prestigieux ni référence tapac sans grave-l'œil. Sa force, c'était son regard calme, sa voix douce et grave, et surtout, la lumière de la tendresse qu'elle portait dans ses gestes. Lors de l'entretien, Éric, fidèle à son habitude, regarda Maya d'un œil sceptique, à peine intéressé. Il avait entendu tant de promesses vaines. Mais elle ne détourna pas les yeux de son fils. Elle posa son regard sur Hugo avec une telle douceur, une telle attention, qu'Éric sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je ne vous promets pas de miracle, monsieur Belmont, » dit Maya avec une sincérité désarmante. « Je ne suis pas une magicienne. Mais je sais écouter, et je sais attendre. » Ces mots simples mais authentiques firent écho dans le cœur d'Éric, comme une invitation silencieuse à une autre forme d'espérance. Contre toute logique, contre sa réserve habituelle, il prit la décision d'embaucher Maya. Les premiers jours, Maya ne fit rien d'extraordinaire. Pas de méthode révolutionnaire, pas de discours grandiloquent. Elle s'asseyait simplement à côté d'Hugo, lui parlait doucement, lui chantait des chansons africaines de son enfance, des mélodies que lui-même n'aurait su fredonner. Elle lui racontait des histoires, l'emmenait dans un monde de mots et d'images. Au début, Hugo la regardait sans réagir, comme méfiant, presque indifférent. Mais un matin, alors qu'Éric rentrait tard comme à son habitude, il passa devant la porte entr'ouverte de la chambre de son fils. Ce qu'il entendit alors le figea. Un rire léger, cristallin, innocent s'élevait dans l'air. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Il s'arrêta, les yeux embués de larmes qu'il refusait de laisser couler. Doucement, presque en retenant son souffle, il ouvrit la porte. Maya,
accroupie au sol, les bras grands ouverts, souriait à Hugo qui était assis devant elle, jouant avec un petit train en bois. Elle ne le poussait pas, ne le pressait pas. Elle l'invitait simplement, l'encourageait avec une infinie patience, une tendresse profonde qui illuminait la pièce. Éric referma la porte sans un bruit, le cœur bouleversé, conscient qu'il venait d'entrevoir une lumière dans l'obscurité qui avait envahi leur vie. Un soir, alors que le bureau d'Éric était baigné dans la lumière tamisée de la lampe de bureau, Maya entra timidement, le pas léger, comme si elle craignait de troubler un équilibre fragile. Éric, absorbé par ses dossiers, leva à peine les yeux, mais remarqua rapidement la gravité dans le regard de Maya. « Puis-je vous poser une question personnelle » murmura-t-elle, presque hésitante. Il leva un sourcil, intrigué malgré lui. « Votre femme, Claire. Que dirait-elle si elle vous voyait aujourd'hui » demanda-t-elle doucement, les mots suspendus dans l'air. Le silence qui suivit fut glacial, pesant. Éric resta immobile, figé, ses mains crispées sur le bois du bureau. Ses yeux s'éloignèrent, cherchant une réponse qu'il ne pouvait formuler. Ce fut finalement un souffle, rauque et fragile, qui fendit l'air. Elle serait déçue, finit-il par dire, la voix brisée. Parce que je n'ai pas su être à la hauteur. Ni pour elle, ni pour Hugo. Maya ne répondit pas avec des mots. Elle s'approcha doucement, posa une main sur son épaule large, ferme mais réconfortante. Ce contact simple, humain, semblait traverser le mur de douleur et de solitude qui enfermait Éric. Alors il est temps de devenir l'homme qu'elle espérait, souffla-t-elle. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Ces mots firent vibrer quelque chose en lui, une fissure dans la carapace dure qu'il s'était construite. Ce soir-là, Éric sentit naître une petite lueur d'espoir, une promesse qu'il pourrait peut-être un jour être le père que son fils méritait. Les jours passèrent, et Maya, avec sa patience infinie, parla à Hugo comme à un adulte. Jamais elle ne le réduisait à son handicap, ni à une victime de sa condition. Elle lui offrait un monde d'expression et de création. Elle lui apprit à peindre avec des couleurs vives, à faire des gestes simples avec ses mains, à s'exprimer à travers des pictogrammes soigneusement dessinés. Elle fit venir un orthophoniste, un professionnel doux et compréhensif, qui s'engagea avec eux dans ce chemin d'espoir. Chaque petit progrès, chaque nouvel effort de Hugo était accueilli avec un sourire radieux, un mot d'encouragement. Le garçon, qui jusque-là semblait enfermé dans un silence et une résignation douloureuse, se transformait peu à peu. Il s'ouvrait, riait, vivait. Éric, lui, commença à changer aussi. Lentement, imperceptiblement. Il rentrait un peu plus tôt, le regard moins fuyant, le pas un peu moins lourd. Un soir, poussé par une force qu'il ne comprenait pas lui-même, il s'assit à la table du dîner, là où Maya et Hugo partageaient leur repas. Hugo, surpris, leva vers lui un regard timide, presque incrédule. Jamais son père n'avait partagé un dîner avec lui. « Puis-je rester » demanda Éric, la voix tremblante. Hugo hocha la tête, hésitant mais heureux. Maya ne dit rien, mais dans ce silence complice, dans ce geste simple de partage, quelque chose d'essentiel se reconstruisait, doucement, patiemment. Une trêve, un début de lien. Un dimanche matin, Éric se leva plus tôt que d'habitude. Il descendit silencieusement dans le grand salon baigné par la lumière douce de l'aube. Là, au centre de la pièce, Maya était accroupie, tendant ses bras vers Hugo. Le garçon, appuyé sur un cadre de marche improvisé, avançait avec difficulté. Un pas, puis un autre. Vacillant, hésitant, mais vrai. Encore, Hugo. Regarde-moi. L'encourageait Maya avec une voix douce, pleine de chaleur. Puis, un dernier pas. Hugo chancela, puis s'effondra dans les bras ouverts de Maya, éclatant de rire. Ce rire cristallin, spontané, fragile, emplit la pièce d'une magie rare. Éric sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'assit lentement sur le canapé, la gorge nouée, les yeux embués de larmes qu'il avait toujours cru incapable de couler. Il ne pleurait jamais. Mais ce jour-là, il ne pouvait plus retenir ce poids qu'il portait depuis trop longtemps, la douleur de la perte, la peur de l'échec, la honte de son silence. Assis là, il comprit qu'il n'était plus seul. Que l'amour pouvait encore grandir, doucement, dans ses gestes tendres, dans ses progrès fragiles, dans ses regards échangés. Après cet instant bouleversant dans le salon, quelque chose en Éric s'était irrémédiablement brisé et reconstruit. Le poids de la culpabilité et de la douleur laissa place à une lumière nouvelle, fragile mais réelle.
Les jours suivants, il commença à changer, doucement, sans bruit, mais avec une détermination croissante. Il demanda à passer plus de temps avec Hugo. Au début, maladroit, il hésitait à toucher son fils, craignant de le brusquer ou de faire mal. Mais Maya, toujours présente, l'accompagnait avec douceur. Elle lui montra les gestes simples des soins quotidiens. Comment positionner Hugo pour qu'il soit à l'aise, comment lui parler lentement, comment capter son attention sans forcer. Eric apprit avec une patience qu'il ne se connaissait pas. Chaque contact devenait un pont jeté entre eux. Peu à peu, ils s'aventurèrent hors des murs silencieux de la maison. Eric emmena Hugo au parc, où les rayons dorés du soleil semblaient vouloir guérir tout ce que les murs avaient brisé. Il le porta sur ses épaules, sentant son petit corps fragile s'accrocher à lui avec confiance. Hugo, habituellement réservé, éclatait de rire, libre dans cet espace ouvert. Ce rire, longtemps oublié, résonnait comme une musique qui faisait fondre les dernières glaces dans le cœur d'Eric. À mesure que les semaines passaient, Eric redécouvrit peu à peu l'homme qu'il avait cessé d'être. Ce père aimant, vulnérable et fort à la fois, enfoui sous des années de douleur et d'orgueil, reprenait vie. Il souriait à Hugo, partageait ses petites victoires, et surtout, il écoutait. Il écoutait le silence, les gestes, les sourires, les regards. Un soir, alors que Maya rangeait calmement les jouets éparpillés dans la chambre d'Hugo, Eric entra sans bruit, observant la scène avec une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Je veux vous proposer quelque chose, » dit-il d'une voix basse mais ferme. Maya se tourna vers lui, ses yeux calmes et attentifs. « Je vous écoute. Je veux que vous restiez. Pas seulement comme simple nounou. Comme un membre de la famille. Vous avez fait plus que ce que personne n'aurait pu imaginer. Je ne pourrai jamais assez vous remercier, ajouta-t-il, la gorge nouée. Maya secoua doucement la tête, un sourire sincère illuminant son visage. Vous n'avez pas à me remercier, répondit-elle avec douceur. C'est Hugo qui m'a appris la patience. Et vous m'avez montré la transformation possible. Vous étiez déjà ce père, Eric. Vous aviez juste oublié. Il suffisait que quelqu'un vous le rappelle. Eric sentit un poids se lever de ses épaules. Ce soir-là, il comprit que le vrai miracle n'était pas dans les progrès spectaculaires, mais dans la renaissance de leur lien, dans la redécouverte de leur humanité partagée. Quelques années plus tard, lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par une association dédiée à l'accompagnement des enfants en situation de handicap, Hugo prononça ses premiers mots clairs en public. Sous le regard émerveillé de centaines de personnes, il dit, avec une voix douce mais déterminée. « Merci. » Eric, les yeux embués de larmes, était à ses côtés, tenant sa main avec fierté et émotion. Maya, restée dans l'ombre, observait la scène avec un sourire éclatant. Elle savait que ce moment était bien plus qu'une victoire personnelle. C'était la preuve que l'amour et la patience peuvent faire éclore des miracles invisibles. Aujourd'hui, Eric ne dirige plus son empire industriel avec la froideur d'autrefois. Il est devenu un homme engagé, finançant des centres d'accompagnement pour enfants en situation de handicap, créant des opportunités pour des familles comme la sienne. Partout où il va, il témoigne avec humilité et gratitude. Ce n'est pas moi qui ai changé la vie de mon fils. C'est lui, avec l'aide d'une femme qui n'a jamais cessé de croire en lui. Et dans le cœur d'Eric, une vérité plus profonde s'est imposée. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le prestige, mais dans la capacité à aimer, à écouter et à ne jamais abandonner.